Il s'appelle le dragon de la ciboule. Nous l'avons rencontré ici à Dolisie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes ici à Dolisie à la rencontre de Chesney Gomas. Chesney Gomas est un paysan et il en est fier. Il est ici avec moi sur ce plateau de Ziana TV, format naturel, pour nous parler de son métier. Chesney, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Ziana TV. Merci, merci. Merci de nous recevoir ici, chez toi, sur tes terres. Comment vas-tu, Chesney? Non, je vais très bien, Alors, Chesney, on te connaît sur Facebook grâce à tes prises de position politiques et nous sommes surpris de te voir ici, dans les champs. Bon, je pense que les prises de position politiques, c'est une partie de moi. Et je crains qu'un jour que vous soyez aussi surpris de me trouver en famille. Tout comme c'est comme ici, vous me trouvez, c'est une autre partie de moi. C'est-à-dire que Facebook, nous choisissons de vendre un message. Et c'est vrai que ces derniers temps, nous nous sommes plus démarqués parce que nous avons pris position dans le débat politique. Mais au-delà des claviers, loin des claviers, nous avons une autre réalité. Ça veut dire que nous avons une vie qui a des charges. Et donc, pour tenir face à ces charges, nous avons des activités parallèles que nous exerçons. À défaut d'être fonctionnaires pour certains, il y a des commerçants pour les autres. Il y a aussi, et parmi eux, les agriculteurs, mais nous, on se fait plus appeler par les paysans. Alors, vous faites appeler paysan, mais sur Facebook, on ne voit pas un paysan. Et c'est le message aujourd'hui qu'on aimerait savoir. Quel est le message que vous souhaitez faire passer à la jeunesse congolaise? Parce que, d'une part, très active sur les réseaux sociaux, et d'autre part, très active sur le terrain avec un vrai métier qui fait vivre, et surtout qui fait la promotion de notre terroir congolais. Je pense que le message, c'est essayer de briser un peu un mythe qui existe. On pense que exercer un travail de la terre, c'est-à-dire que c'est être précaire, c'est-à-dire que ça reflète une précarité. Et la saleté dans laquelle nous travaillons, c'est-à-dire la couleur de la terre, porte à confusion souvent. Les gens pensent que le fait de travailler la terre, c'est-à-dire que vous êtes relayé au second plan, c'est-à-dire que vous ne représentez pas grand-chose dans la société. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité un peu... Moi, personnellement, quand je discute avec une nouvelle connaissance, par exemple, quand il me dit « tu fais quoi dans la vie ?» Je dis « je fais des champs ». Je sens toujours un sentiment de réticence. C'est comme si on regardait quelqu'un d'extraordinaire, en fait. Et après, quand tu expliques ce que tu fais, dans l'explication, dans la démarche et autres, c'est là où les gens comprennent un peu l'autre façon de voir les choses. Donc, en gros, le message que nous essayons de vendre, c'est quoi? C'est qu'on peut garder le même train de vie. C'est-à-dire que bien s'habiller, boire à sa soif, faire tout, s'afficher dans les milieux avec tout le monde, mais grâce à tes revenus liés aux travaux agricoles, c'est-à-dire à la vie paysanne. Parce que si nous nous faisons appeler paysans, c'est surtout ça en fait. De faire comprendre à celui qui va embrasser le secteur agricole que ce n'est pas un secteur où on vient en Pierre Cardin ou je ne sais quoi, Louboutin, où tu es assis, tu donnes les instructions et après ça marche, non. Il faut que toi-même, dans l'esprit, que tu te transformes, c'est-à-dire que tu commences à travailler toi-même. Que tu ne te limites pas à investir, mais que tu deviennes toi-même acteur. Parce que, déjà, nous avons un problème de la main-d'œuvre. Les gens travaillent la terre, pour certains, parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Donc, c'est eux que tu auras en face. Quelqu'un qui est là, malgré, en attendant d'abord. C'est vrai que certains finissent la vie dans ça.
toujours en attendant d'abord, il a fini sa vie, mais ils ne prennent pas ça au sérieux. Donc pour nous, on s'est dit, c'est un secteur porteur qui est rempli d'opportunités. On repart vers ce secteur-là, on le prend en gardant notre même train de vie et en portant un message fort. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec quelques amis avec lesquels nous travaillons dans différents projets. Donc c'est ça en fait le fond de notre action. Alors, porter un message porteur, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année et la question qui revient, c'est être paysan sous le confinement, comment ça s'est passé? Au moins, ça nous rassure d'avoir la disponibilité des nourritures à la maison, parce que nous cultivons des produits qui sont consommables. La seule difficulté qui s'est manifestée dans cette affaire, c'est la survie du Congolais. On a compris que le Congolais n'est pas capable de rester à la maison et manger à sa faim. Ça devrait d'ailleurs interpeller. Moi, je le disais il y a 10 mois. Une fois, j'avais fait une publication où j'ai dit aux amis, parce que j'étais parti chez un ami, j'ai trouvé chez lui, il avait des fleurs. Je lui ai demandé la fleur là, comment on appelle, il ne connaissait pas le nom. J'ai dit, oh. Mais comment tu peux mettre des fleurs que tu ne connais pas le nom, alors que tu peux mettre l'épinard, bari et ciboule, ce qui te permettra de manger. C'est-à-dire que les gens oublient que le manger devrait être la priorité. Nous avons des terres cultivables dans nos parcelles, partout. Donc, pour nous, on se dit que, et le confinement l'a prouvé d'ailleurs, les gens souffraient simplement parce qu'ils avaient du mal à manger. C'était le problème capital. Voilà pourquoi toute l'action, la seule action que l'État a essayé de faire, c'était de s'approvisionner en nourriture ou au pire des cas, trouver des 50 000 donnés aux familles. Parce qu'on a compris que le Congolais a du mal à joindre les 2 bouts de mois. Déjà même quand il est disponible. Alors confiné, c'était pire. Donc, nous voulons d'abord les faire comprendre que même si c'est difficile, même si nous sommes confinés, au moins si tu renoues avec la vie paysanne, c'est-à-dire que la vie de la terre, tu peux même, rien qu'à ton propre niveau déjà, avoir de quoi manger, mais de la nourriture saine. C'est aussi un problème de qualité. On n'aborde pas encore ce souci-là parce qu'on a du mal à joindre les 2 bouts. Mais une fois que le Congolais sera capable de manger du 1er au 30 sans souci, il se posera un problème de qualité de ce que nous mangeons. Or, la qualité, on peut rassurer que cette qualité est la bonne dans un pays comme le nôtre où il n'y a pas de structure de certification crédible, que c'est soi-même qui cultive. Donc, du coup, on se dit, c'est vrai que la période de confinement nous a été très difficile, très fatale, parce que naturellement les produits maraîchers, ce sont des produits qui se coulent de façon enchaînée. Quand tu prends de la tomate aujourd'hui, tu commences la vente aujourd'hui, demain, et après-demain, ça finit. Mais imagine que tu prends la tomate aujourd'hui, tu arrives au marché, demain, il n'y a pas de marché. On a eu beaucoup de situations, avec nos commerçantes. Quand on a livré des produits, ils ont tenté de vendre, ils se sont retrouvés en difficulté. Ne pouvons pas nous payer, nous aussi. C'est-à-dire que souvent, on s'est retrouvé dans plusieurs cas comme ça. Parce que, effectivement, les marchés domaniaux ne permettaient pas à notre rythme de fonctionnement de s'en sortir. Mais qu'on le veuille ou pas, au moins, ça nous garantissait de toujours produire. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais au moins, à défaut de vendre, au moins on avait de quoi manger nous-mêmes. Donc voilà un peu ce qu'on Alors, on en revient toujours à cette question du confinement. Est-ce que vous avez réussi à écouler vos produits sur les différents marchés? Parce qu'on a vu avec le confinement, il y avait des problèmes d'écoulement des produits, d'acheminement des denrées jusqu'à des points. Aujourd'hui, vous approvisionnez quel marché? Vous êtes juste à Dolisie ou vous approvisionnez d'autres marchés? Dolisie, c'est une petite ville entourée des grands producteurs. La plus grande partie de la production qui alimente Pointe-Noire vient de Dolisie environ. C'est-à-dire que le marché de Dolisie est déjà inondé. Donc nous, tout ce que nous produisons, ou bien la plus grande partie est évacuée entre Pointe-Noire et Brazzaville. Et bon, là encore, le rythme de marché s'est un peu amélioré. Et au départ, avec les laissez-passer qu'on a distribués au départ à plus aux gens qui traînaient dans la ville, donc pour trouver de l'espace pour évacuer même un colis dans un véhicule, c'était difficile. Tu as eu un laissez-passer toi? Non, on n'a pas pu. On a essayé, on a même pu avoir un partenariat avec un commerçant qui nous a cédé une voiture, on a signé tous les papiers qu'il fallait, on s'est engagé financièrement. À arriver pour le laisser passer, on n'a pas pu. Bon, tout ça est derrière nous parce que cette affaire de laisser passer a été levée. Et aujourd'hui, on continue à alimenter le marché de Brazzaville et Pointe-Noire. Mais la bonne saison pour des produits maraîchers, c'est la saison sèche. Donc quand on est en saison de pluie, c'est vrai qu'on continue de produire.
mais c'est plus des produits comme la banane et autres. Ce sont des cultures à long terme, des cultures à court terme. On essaie de réfléchir maintenant sur comment les écouler plus à Pointe-Noire, parce que Brazzaville, avec le nombre élevé des péages, c'est pas facile. Pointe-Noire, au moins 4-5 agriculteurs peuvent récolter, mettre dans un véhicule. Mais ce système n'existe pas pour Brazzaville. Donc Brazzaville, il faut que ce soit toi-même qui prends toute ta marchandise, qui va livrer. Et donc, souvent, on est confronté à des difficultés de péage. Alors, sachant que nous sommes venus de Pointe-Noire, nous avons eu droit à 2 péages d'environ 1500 chacun. Et au niveau de Dolisie, Brazzaville, vous avez plus de péages. Là-bas, il y en a 5. 1500 là, ça veut dire que c'est une voiture 4x4 par là, et des petites voitures. Mais moi, par exemple, si je veux transporter 2 tonnes de ciboule, je ne vais pas passer par un véhicule comme ça. Si je veux transporter 1,5 tonne, je ne passerai pas par des Ulux. À partir de 2 tonnes, je suis obligé de prendre une Mitsubishi Container. C'est 20 000 francs le péage. X 5. X 5. Vous êtes à 100 000 francs l'aller, 100 000 francs le retour, 200 000 de péage. Et j'imagine à quel prix je vais le vendre. J'ai le carburant, j'ai le chauffeur à prendre en charge. En réalité, c'est difficile. C'est difficile, d'où ça nous pousse encore à mûrir plus des réflexions sur des solutions de transformation et de conservation. Et ici, en termes de conservation, qu'est-ce que vous faites sur place? Quelles sont les procédures que vous avez entamées? On a vu, vous avez mis en place un séchoir. Oui. Quelle est la vision à long terme Le séchoir a été conçu pour le séchage de foufou. Ça c'est à Kinabangwedi. C'est pour un partenaire qui a eu l'appui du PENAC et qui a lancé des hectares de manioc. À un certain niveau, on ne pouvait pas les traiter de façon artisanale. Donc nous avons proposé des solutions de séchage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés à ce niveau là-bas parce que notre séchoir, il est à la base solaire, mais hybride. C'est-à-dire que la première solution, c'est le soleil qui sèche. Le séchoir ne fait qu'emmagasiner cette chaleur dans un seul endroit pendant longtemps. Ça permet d'accélérer le processus de séchage. Au bout de 24-48 heures, le foufou sèche. Donc, au cas où il n'y a pas le soleil, vous êtes en difficulté. Donc, la deuxième solution, c'est là où le côté hybride intervient. C'est-à-dire qu'on mélange maintenant du solaire avec l'énergie. Donc vous pouvez lancer le groupe, renforcer les capacités de séchage. Ça, au moins, c'est pour le manioc, par exemple, le foufou. On est confronté chez les autres, on sèche le piment, on sèche la mangue, on sèche le safou. C'est-à-dire que la majorité des produits, des fruits surtout, sont séchés. Mais dans les habitudes alimentaires du Congo, du Congolais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, la seule solution qu'on est en train de réfléchir de conservation, c'est celle d'aller vers des chambres froides positives. Des chambres froides positives qui peuvent permettre au moins que la ciboule reste 1-2 semaines en état. Nous avons testé de façon simple. Moi, souvent, je travaille avec la main-d'œuvre locale pour éviter les coûts d'entretien. Et nous avons pris les compresseurs de climatiseurs, nous avons adapté avec les coques de congélateur pour essayer de créer une source d'approvisionnement du froid. Ça marchait, mais ça glaçait un peu trop. Donc on est en train de réfléchir comment agrandir le tendu, l'habiller et tenter pour voir si ça peut conserver. Le but pour nous, c'est de créer des systèmes de stockage. Et moi, je l'ai toujours dit aux amis, si j'ai défendu et le projet La Marche vers le développement du candidat Denis Sassou Nguesso en 2016, parce qu'effectivement, il y avait un projet d'installer les chambres froides positives dans tous les chefs-lieux des départements. Qu'en est-il aujourd'hui de ces chambres froides depuis ce fameux projet? Des morceaux choisis. Ça se limite, le dessin et la récitation, après on en parle. Bon, c'est un autre sujet. Je ne vais pas m'apaisantir là-dessus. On ne va pas s'apaisantir sur ça, mais ça donne des pistes. Au moins, on avait compris. Ça m'a fait comprendre que nos dirigeants connaissent réellement le problème. Ils savent que le Congo n'a pas un problème de manque de production. Non, on a souvent surproduction. Mais c'est la conservation. Nous ne sommes pas géants dans quelque chose. On pouvait bien, si on se lance dans des produits comme les pommes de terre et autres, on peut valoriser un secteur. Les Camerounais, c'est dans leur habitude alimentaire. S'ils continuent à nous fournir la pomme de terre, simplement parce qu'eux-mêmes, ils en mangent assez. Eux, le trop, le surplus, ils envoient ici. Mais le Congolais ne mange pas d'ailleurs la pomme de terre. C'est facile à conserver. La patate douce, on n'en mange pas assez. Tout ce qui est facile à conserver, on n'en mange pas assez. L'igname, on n'en mange pas assez. Or, c'est des choses où, si le Congolais décide de se lancer, on peut devenir des grands. Mais comme nous-mêmes, on ne mange pas assez. Et l'exportation, pour nous, c'est difficile.
Le jeune Rwandais qui se lance dans l'agriculture, dès qu'il a le papier, il exporte tout à l'extérieur via Rwandais à 0,5 $ le kilo. Tout. Donc 250 francs le kilo par là, voire 250. Tout. Donc l'État t'a déjà donné cette possibilité. Donc quelqu'un comme moi, qui fait mon bon tabac, par exemple, j'ai des amis de France qui veulent fumer un peu, qui veulent avoir des sensations fortes. Ils me disent, mais on voit le tabac. Mais je ne peux pas. Il faut peut-être attendre. Bon, quand vous êtes ici, quand vous repartez, est-ce que tu peux m'apporter 2 kilos de tabac là? Donc c'est comme ça. Le fret congolais est vide. Le fret congolais est vide. Parce que ça a un coût. Oui. Mais le coût est élevé. C'est trop élevé pour les entrepreneurs. Donc moi, personnellement, je pense que ces difficultés-là font réfléchir. Donc les solutions de conservation, si nous les trouvons, c'est-à-dire qu'à grande échelle, vous allez remarquer que le Congolais va commencer à se spécialiser dans un secteur. Moi, je suis capable de produire que de la ciboule. Vu que vous êtes le dragon. Le dragon de la ciboule. Je veux bien. Je veux. Là, en janvier, j'ai prévu lancer même des ciboules congelées. Je suis en train de réfléchir comment créer dans des emballages et tout, bien marqué et congelé, pour qu'on essaye un peu de vendre dans les supermarchés, des endroits un peu propres, pourvu que ça soit au moins dans le long terme. Ça peut faire 6 mois dans cet état-là. Parce qu'on se dit, produire, vendre dans les marchés de façon artisanale, souvent il y a trop de pertes. Dieu merci que la ciboule, au moins la facilité, c'est que même quand tu n'as pas vendu, tu peux ramener et repiquer. Mais alors, il faudrait que tu vendes au moins, sinon tu envoies les coûts de transport aller-retour, sur ta tête c'est trop. Donc tant qu'on ne va pas atteindre le niveau de conservation, d'abord, et après envisager la transformation. Donc nous, on est parfois obligés d'aller même vers la transformation, parce que la conservation n'arrive pas. Donc on commence à chercher à réfléchir déjà comment transformer. Or, quand on va encore atteindre la transformation, il y aura encore le même problème, c'est l'habitude alimentaire. Le Congolais va préférer aller acheter un jus de 2500 qu'il connaît le nom, qu'il a suivi à la télé, que de prendre le jus de fruits où il a vu lui-même l'amande tomber. Il sait que c'est pur, il ne va pas consommer. Dans toutes ces difficultés-là, confrontées, ça nous permet pas facilement de nous étendre. C'est-à-dire que vous allez trouver que 1, 2, 3 ans, parfois les projets tournent autour des mêmes objectifs. Payer les salaires des gens qui travaillent, payer sa vie, s'occuper un peu de tout. Donc, pendant un moment, vous êtes là. Voilà pourquoi, partout au monde, l'agriculture est subventionnée. Partout, dans tous les pays. Alors Chesney, avant d'aller voir votre exploitation et voir ce que vous produisez, j'aurais une dernière question pour toi. Quelle est ta vision du Congo dans 20 ans, toi qui es paysan? Vision du Congo dans 20 ans, dans le secteur agricole ou bien dans la vie du paysan? Dans les deux? Les deux. Je pense que nous sortons de 5 ans très sombres où il n'y a eu aucune action dans ce sens, visant à encourager le secteur paysan. Je trouve que les horizons sont sombres, je ne vous tromperai pas. Les horizons sont sombres, sauf si le Congolais essaie de prendre les choses en main. C'est-à-dire que, au lieu que le fort vienne du haut sommet, qui a déjà montré ses limites, parce que ce n'est pas les programmes qui nous manquent. On a eu des années de l'agriculture, on a eu à décréter l'agriculture comme priorité des priorités, on a tout dit qu'on peut déjà dire sur l'agriculture. Tout a été dit. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, j'aime toujours quand je suis sur je profite de cette chaîne pour saluer des messieurs comme les Makome qui ont pris des fonds agricoles dans ce pays. J'ai vu la liste dans le Niari, à Mosendio, il a bénéficié d'un crédit agricole. Mais il est en France. Est-ce que là-bas, je me demande, je vais me renseigner si à Dijon il a des champs là-bas. Donc tu vois, c'est ce microcosme-là qui fait qu'aujourd'hui les horizons soient sombres. Dans 10-20 ans, je ne peux pas vous dire que le secteur sera porteur. Parce que rien, il n'y a pas de conditions ne sont pas créées pour que ça avance. Donc on restera paysan. 10 ans, paysan. 20 ans, paysan. Mais non, si qu'il y ait un sursaut patriotique dans ce sens, et que le Congolais prenne les choses en main, ensuite que les dirigeants emboîtent le pas, je pense que la force même du développement de notre pays partira du secteur chez les paysans. Parce qu'on ne peut pas demander, nous on a cherché à puiser le sous-sol, alors que de façon simple, on sait qu'avant d'atteindre le sous-sol, il y a d'abord le sol.
Donc il est bien temps que le Congolais demande d'abord au sol de lui donner ce qui lui revient de droit avant d'aller demander au sous-sol. La tricherie n'est pas bien. Nous avons triché, nous sommes allés vers le sous-sol pour prendre les minéraux, mais en laissant le sol. Voilà comment on s'est lancé dans un marché où on n'avait pas la maîtrise, le marché des minéraux, le pétrole et autres. Donc la difficulté est là chez le paysan, mais la clé aussi qui permettra que notre pays se développe comme les grandes nations qui se sont développées, en commençant par le Rwanda et autres, la rigueur oui, mais surtout ils ont valorisé le secteur agricole. Donc je pense que les horizons étant sombres, oui, mais je continue à croire qu'il peut y avoir un sursaut patriotique qui permettra à ce que le secteur agricole, qui est conduit par des paysans que nous sommes, soit demain la porte qui facilitera l'éclosion de la bonne santé économique de notre pays. Quand j'ai dit ça, je pense que j'ai répondu à votre question. Merci Chesney. Du coup, on va aller voir ce que tu plantes sur ton exploitation et puis nous faire le tour des belles choses qu'il y a dessus. Merci, surtout je remercie aussi Ziana TV pour votre façon de se transformer. Et vous ne nous habituez pas à une ligne éditoriale déjà connue où il y a un type des émissions, ce mélange-là où il faut prendre les politiciens, les scientifiques, c'est-à-dire que tous les talents qui se développent dans tous les domaines, ça nous permet déjà là de se rassurer qu'au-delà des médias connus comme médias de référence d'un certain type d'informations, il existe aussi des médias où nous on pourra toujours avoir un plateau. Donc grand merci à vous et surtout je vous encourage dans ce sens. Merci Chesney. Alors, on peut aller donc. Alors, Chesney, où est-ce qu'on va maintenant? Bon, nous allons visiter notre site de maintien, là où nous préparons nos plantes avant d'emmener dans nos exploitations. Et ici, là, c'est comme une sorte de laboratoire, là où tout se prépare. Nous traitons des planches de la graine juste à l'âge d'une certaine maturité avant d'aller le repiquer ailleurs. D'accord, donc c'est un site vraiment d'expérimentation, entre guillemets. Oui. Vous préparez les semences ici pour les emmener sur l'autre site qu'on n'a pas pu voir, qui est malheureusement inondé. On aura peut-être l'occasion d'avoir des images. Des images, voilà, on a un petit souci, on est en début de saison de pluie, il a plu hier soir donc on n'a pas pu se déplacer. Et donc on va voir sur ce site ici. Tu plantes concrètement. Bon, ici, par exemple, c'est le céleri. Céleri. Ouais, le céleri, c'est des plantes aromatiques utilisées pour l'assaisonnement. Ça, c'est déjà, c'était en fin de cycle. Mais il y a la possibilité de régénérer avec des traitements. C'est-à-dire que nous avons, ça se sème sous embruyère. Donc on a enlevé l'embrayage, on le laisse prendre un peu de soleil quand ça va se faner. On découpe tout et on traite, après ça se régénère. C'est-à-dire que c'est des plantes facilement, une fois que c'est planté, vous pouvez l'exploiter pendant une année. C'est-à-dire que chaque 2 mois, vous commencez des récoltes pendant 3 mois, après ça s'arrête. Vous relancez encore, vous allez encore juste à 6 mois. Donc ça permet de tenir facilement les recettes au niveau des chantiers. Ça c'est le céleri. Alors tu parles de traitement, c'est quel type de traitement? C'est un traitement chimique, un traitement spécifique? Parce que on se pose la question, on a Dolisie, on a une terre qui est hyper riche, on a un environnement qui est magnifique, traitement. Bon, je pense que naturellement, on parle de traitement phytosanitaire. D'accord. Il y a des pesticides qui sont là, qui sont parfois recommandés, mais à notre niveau, c'est déconseillé. Parce que plus que vous traitez votre terre, c'est-à-dire que les plantes avec des produits chimiques, les qualités même du sol se perdent. C'est-à-dire que la terre, facilement, ça devient de moins en moins fertile. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des plantes simples. Déjà derrière nous, nous avons ce que nous appelons ici Munduri, qui est une fumure très riche, organique. Il suffit de les couper, laisser pourrir ces feuilles-là, mettre sur les planches, ça remplace l'urée et l'NPK. Donc nous avons par exemple, quand nous avons des attaques des insectes, on n'a pas besoin d'acheter des insecticides parfois qui sont déconseillés, qui exigent une certaine durée avant de consommer un produit. On peut prendre avec les feuilles de tabac que nous avons dans le site. C'est le tabac qui est juste là, c'est la question que je me posais parce qu'on voit des arbustes un peu partout. C'est le tabac, on l'utilise pour le traitement phyto. Nous avons le tabac, de l'autre côté nous avons du piment. Quand vous prenez les feuilles de tabac,
vous mélangez avec les feuilles de piment. Ça devient comme l'insecticide. En fait, l'insecte a juste peur de ce qui pique. Donc quand vous mélangez piment et tabac avec un peu de gingembre, ça pique devient beaucoup. un cocktail Donc détonnant. quand vous pompez, et l'insecte fuit. Donc du coup, vous avez résolu un problème. Souvent, les insectes ne sont pas faits pour... Il ne faut pas les tuer. Vous pouvez justement les chasser et le problème est résolu. Donc voilà comment on réussit à s'en passer parfois des produits chimiques, souvent qui exigent une certaine durée avant la consommation. Parce que les attaques peuvent surgir au moment où les fruits, par exemple vous avez des aubergines comme ça, et il y a une attaque. Vous faites comment? Si vous pulvérisez, on ne doit pas manger. Il faut attendre 2 semaines, 1-2 semaines par là. Et vous pouvez perdre la production. Donc nous sommes obligés d'utiliser les techniques naturelles, simples, les techniques paysannes, afin de résoudre certaines difficultés que nous rencontrons dans le site. D'accord. On continue. Oui. Alors ici je vois vous avez des sillons abandonnés, brûlés. C'est quoi en fait le projet ici? Ici c'est là où nous allons mettre une autre pépinière de céleri. Donc nous avons déjà préparé le sol. C'est des plantes qui ont besoin de plus d'azote. C'est comme on le disait aussi. Normalement, on doit mettre beaucoup d'herbes sur toute la planche et les brûler parce que les cendres là, ça contient de l'azote. Donc on va azoter la planche avec beaucoup de cendres et on mettra la pépinière de céleri parce que celui-ci, quand on va le lancer, le démarrage là, au bout de 3 mois, ça ne sera plus là. Donc là, dans 45 jours déjà, il faut qu'une autre pépinière en place pour que nous continuions toujours à avoir la disponibilité. Après les céleris, ici, à partir d'ici, c'est la ciboule que nous avons mis pour préparer le repiquage des autres. Alors ça sent très bon. Ouais. C'est étonnant parce que je sens vraiment du céleri, qui est assez rare. Ça c'est des ciboules, vous voyez. C'est un pied qui a été planté, mais voilà, ça donne près d'une vingtaine. Et donc chacun des pieds peut constituer une bouture. D'accord. Donc du coup, une seule planche comme ça, avec ce nombre de pieds là, peut sortir quelque chose de 4 à 5 planches. Donc facilement, d'une planche, vous pouvez arriver à 4, 5. Si vous avez 10, vous pouvez atteindre 50 planches par là. Donc c'est la méthode simple de multiplication. Parce que cette variété de ciboule, ça c'est ce qu'on appelle l'iranga. Ça ne donne pas la graine chez nous. Ça ne donne pas. La ciboule qui donne la graine chez nous, c'est la ciboule locale. Et cette ciboule est faite pour être sémée en saison de pluie. Ça supporte les grandes saisons de pluie. La ciboule l'iranga là, que ce soit en saison sèche, que ce soit en saison de pluie, nous avons la possibilité de la cultiver. Mais finalement, comment vous gérez vos semences? Parce que la question qui revient le plus souvent, vous avez des problèmes de semences, il n'y en a pas suffisamment sur le territoire. Et là, vous avez une espèce, l'iranga. Elle vient d'où cette espèce? Les gens disent que ça vient du Cameroun. D'accord. Apparemment, il y a des endroits où certains produits donnent les graines ailleurs, mais chez nous, non. Donc il y a, par rapport au climat, qui facilite parfois l'éclosion des graines. Cette ciboule-là, comment nous gérons notre production? C'est comme je l'ai dit. Je prends une planche, je plante. Je peux acheter une ciboule iranga de 5000. Je fais une planche. Mais quand ça arrive en maturité, je ne la vends pas. Je la multiplie. C'est la ciboule elle-même qui constitue la sémence. L'autonomisation sémencière, c'est un combat que logiquement, nous les maraîchers, on devrait prendre à cœur. Parce que dépendre toujours, surtout des produits comme des aubergines. Moi, j'achète la sémence une seule fois l'année. Une fois que j'ai acheté ma sémence d'aubergine, je pense que juste à la fin de l'année, sauf si je décide de changer, parce que c'est génétiquement. Quand vous achetez une sémence, c'est la F1. Quand vous retirez la sémence, vous êtes à la F2. Quand vous retirez encore, vous êtes en train d'avancer. Au bout de la F5, 6, 7, la sémence perd ses qualités. Alors on passe dans la loi de Mendel. Ce qui est impressionnant, c'est que... Ce sont des réalités. J'étais en train de me donner un cours de génétique, des cours de botanique, donc ce qui prouve qu'il a réellement un très très grand savoir-faire. On ne peut pas du jour au lendemain devenir maraîcher. Il nous parle d'azote, il nous parle de F1. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire, c'est en fait pour les sémences. Donc nous par exemple là, ça me permet de ne jamais manquer la ciboule. Parce que quand j'arrive, j'atteins un certain niveau où je vois que ma ciboule ne tient plus. Je dois moi-même comprendre déjà que je suis à plusieurs multiplications. Qu'est-ce que je fais? Je chercherai alors à trouver une ciboule un peu plus fraîche, plus présentable. Rien que par la verdure de la ciboule, quand elle est encore jeunisse, tu sauras que cette plante est encore jeunisse. Mais quand vous trouvez ça fane facilement, au bout quand vous repiquez, par exemple là ils sont en train de repiquer, au bout de 5 jours, 6 jours vous venez pour le premier traitement.
vous pouvez faire un apport en fumure, vous voyez le comportement. Si vous trouvez qu'au bout de 3-4 jours, la verdure redevient top, là, la sémence tient encore. Mais si vous trouvez malgré les traitements, ça fane, vous comprenez que là, vous êtes à un certain niveau, c'est-à-dire d'une génération un peu plus vieille. C'est-à-dire que vous êtes peut-être autour de 5, 6, 7e génération. Donc il faut régénérer. Donc voilà pourquoi ça arrive toujours, quand je l'ai dit que moi j'achète la sémence une fois l'année, parce que je sais que je peux avoir 4 générations. J'achète la sémence des aubergines par exemple au grand marché. Je sème, c'est des croisements, c'est des sémences améliorées, donc c'est la F1. Quand je retire les graines pour créer d'autres sémences, pour sécher et prendre la sémence, je suis à la F de moi-même, je compte. Au fur et à mesure, une certaine traçabilité. Il faut toujours noter tout ce que vous faites. Même là, quand ils finissent de répiquer, on note jour de répiquage. On connaît déjà le jour du premier traitement, on connaît le jour du deuxième traitement, on connaît le jour du binage. C'est vraiment suivi, c'est pas fait de manière aléatoire. Le maraîchage, c'est différent des champs de manière, si je peux le dire, classique, où tu plantes, tu laisses la pluie. Non, non, non. Les plantes, les produits maraîchers, on dit qu'ils sont très jaloux. Ils ont besoin de ta présence tout le temps. Si cette ciboule, déjà cette quantité ne pourra pas être répiquée ici, c'est-à-dire que je serai obligé de l'emmener ailleurs, c'est simplement parce que je n'étais pas sur place. Donc il y avait une bonne partie qui pouvait être traitée autrement pour la vente, mais il y a une grande difficulté que nous avons sur le terrain, c'est que nous sommes les opérateurs, c'est-à-dire que nous avons peut-être la vision, nous croyons à la chose, mais nous travaillons avec des gens qui pensent à la rémunération. C'est-à-dire qu'ils viennent travailler parce qu'ils veulent être rémunérés. Donc, parfois, ils ne suivent pas les directives, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas la vie de la plante au même rythme que vous-même. Et pour eux, certains diront même c'est en attendant d'abord. Souvent, c'est pour des problèmes purement sociaux qu'ils viennent travailler. Ils veulent avoir quelque chose pour avoir à manger. Mais vous qui avez la vision, vous qui investissez, vous avez une autre façon de voir les choses. Donc, le fait que je ne me déplace, même ne fût-ce que pour une semaine, il faut piéger les périodes. Par exemple, si je répite, je sais que je peux déplacer pour une semaine, je reviendrai, il n'y aura pas assez de dégâts. Mais quand la ciboule, par exemple, atteint déjà 2 mois, je dois rester 8 semaines. Chaque jour, tu dois être là. En dehors des traitements qui ne sont pas parfois respectés, il y a aussi le vol. Ah. La ciboule, c'est un produit très prisé qui coule facilement sur le marché. Donc du coup, le voleur ne souffre pas assez quand il vole la ciboule. Mais est-ce que votre exploitation est protégée aujourd'hui? Protégée, je le dirais non. Parce qu'on voit à proximité, il y a beaucoup de maisons. Est-ce que vous avez une relation aussi de proximité avec les riverains? Déjà que je suis natif du quartier, la protection de ce site est gérée par des jeunes, souvent des élèves et autres qui viennent pour parfois, le matin ils sont là pour la lecture, parfois ils sont bons. Je ne sais pas, on dira peut-être qu'ils viennent parfois passer un peu du temps à faire la pêche ici aussi. Donc, au fur et à mesure que le site est fréquenté, vous êtes épargné. Mais en dehors de ça, la plus grande sécurité, c'est moi-même. Quand les produits sont en maturité, ça m'arrive parfois de poser mon stand là. J'active, je mets la lumière, je dors. Tranquillement. Ah, vous dormez sur place? Obligatoire. Quand vous avez au moins 25-30 planches de ciboule en maturité, vous êtes obligé de dormir. Vous avez au moins 10 jours où vous dormez sur place pour protéger. Parce que le vol de la ciboule est très très courant ici. Il y a des gens, même ceux qui, moi encore, je suis au bord de la ville, ceux qui cultivent dans la ville, dans les parcelles. Parfois, on vient vous vider 2-3 planches dans la nuit. Donc, c'est quelque chose qui est très très facilement liquidé. Donc, du coup, les gens ne se cassent pas la tête. Ils viennent le soir, ils peuvent prendre 2-3 planches, ils partent, 2 jours après, ils reviennent au fur et à mesure. Donc, souvent, bon, on essaie de croire qu'on peut toujours continuer, mais la facilité de ce produit fait de telle sorte que nous-mêmes, quand nous cultivons cela, qu'on sache que non, nous nous exposons au cas de vol et autres. Mais bon. Vous êtes combien à travailler sur ce site? Sur ce site, en plein temps, c'est 4 personnes qui travaillent en rotation. C'est souvent pendant la saison sèche, où le site est un peu plus agrandi, que les 4 travaillent de façon permanente. Mais quand nous arrivons en saison de pluie, c'est vrai que nous partons parfois de 150 à 50 planches. On trouve que déjà en termes de charge, mieux vaut limiter les coûts. Bon, nous sommes en train de réfléchir même, logiquement pour rentabiliser ces projets-là, il faut commencer à libérer petit à petit la main-d'œuvre. C'est pour ça que vous allez remarquer que les autres migrent vers l'agriculture conventionnelle, là où il y a des traitements phyto. Parce que tout ce qui est bio nécessite la présence humaine. Alors, par contre, il y a la solution, par exemple, celui-là à s'aimer,
Je peux prendre l'herbicide sélectif de la ciboule, je pompe. Ça m'aurait évité qu'il y ait quelqu'un qui viendra la désherber. Ça m'aurait évité qu'il y ait quelqu'un qui viendra faire quoi que ce soit. Donc il y a des méthodes, par exemple sur l'irrigation. Nous, c'est vrai qu'on dépense beaucoup pour l'irrigation. Parce que pendant que vous parlez d'irrigation, je vois des tuyaux ici. Oui, nous avons des tuyaux, ça sont des tuyaux d'arrosage. D'accord. Nous avons une rivière à côté. Alors on va aller voir la rivière tout à l'heure. Oui, on ira voir la rivière tout à l'heure. Donc quand on prend de l'eau au niveau de la rivière, ça emmène vers un distributeur qui est là, un petit distributeur qui est là. Et là, nous avons 4 ou 5, ça dépend de le type qui est disponible. Si c'est 2 personnes, on connecte 2 tuyaux d'arrosage, 2 personnes arrosent. Si c'est 4 personnes, on connecte 4 tuyaux d'arrosage. C'est des choses qui peuvent être résolues par un asperceur, par exemple, d'une capacité assez quand même forte. Il y a des asperceurs qui tirent de l'eau jusqu'à 75 mètres. Donc du coup, même 1 hectare peut être arrosé. Mais bon, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Nous sommes en train de réfléchir sur comment réduire la main d'œuvre. Parce que le projet peut être rentable, mais tant que les charges sont assez énormes, souvent on essaie de tourner un peu à rond. C'est-à-dire qu'on fait tout pour la survie. Donc votre survie à vous-même et surtout la survie de l'équipe qui travaille. Mais Chesney, est-ce que tu as des subventions de l'État aujourd'hui pour pouvoir te donner un coup de pouce? Bon, je n'ai jamais reçu une subvention de l'État. C'est vrai que nous nous sommes toutefois organisés pour essayer d'en solliciter ici et là. Mais après, c'est plus des programmes comme le PADEC et autres qui parfois viennent. Bon, il y a un peu du flou sur la démarche parfois. Moi, j'apprends parfois qu'il y a des subventions ici et là. Mais la grande difficulté chez nous au Congo, c'est que ça n'arrive pas au niveau des opérateurs. Donc les charges des meneurs des projets sont largement au-delà des subventions qui arrivent à destination. C'est-à-dire que les missions des cadres, par exemple, qui vont vers ces structures-là, des allers-retours et autres, parfois épuisent la plus grande partie des budgets que l'État reçoit comme subvention. Je prendrai le cas, par exemple, la BAD a récemment versé une bonne partie des subventions au niveau de l'État congolais pour soutenir. Mais je sais qu'une partie a été donnée au niveau de l'État, mais aucun sou a été reversé au niveau de la base. Récemment, l'État a pensé que dans le cadre de renforcement du dialogue public-privé, qu'il fallait instaurer des structures qui allaient réunir les opérateurs entre eux, c'est-à-dire les maraîchers entre eux, les aviculteurs entre eux, ceux qui sont dans telle spéculation entre eux. Ça permettra non pas seulement d'avoir une organisation forte, mais surtout de reconnaître l'interlocuteur que l'État devrait avoir en face. Parce que, je vous le dis, quand il y a des subventions, parfois il y a des commerçants qui en prennent. Le fait de connaître, d'avoir l'information, pour créer une coopérative, ça ne demande rien, c'est 15, 20, 30 000 par là. Donc il crée des petits papiers, il dépose. Pour avoir des subventions. La subvention arrive. Il fait des rétrocessions à celui qui pousse le dossier, mais en réalité, on n'aurait pas aidé un projet agricole, on n'aurait pas soutenu le secteur agricole. On donne des moyens aux gens véreux qui sont là, qui se sucrent. Et du coup, ça fait aujourd'hui 2 ans sans relâche que je pratique. Mais aucune structure, malgré la communication. Il y a des fois même on se demande, est-ce qu'il faut communiquer parce que la communication, ça coûte cher. N'est-il pas possible, au lieu d'acheter un forfait pour poster mes images, que je garde cet argent, peut-être que j'achète un produit qui pourra faire que la ciboule avance. Parce que au départ, on se disait que si vous vendez ce que vous faites, les subventions viendront vers vous. Mais vous avez beau vendre, ça ne marche pas. Il suffira que tu fasses une petite publication dans ce pays où tu critiques telle ou telle personne, tu recevras un appel, des menaces et autres. Mais tu n'auras plus rien. Non, mais là, qu'il n'y a pas grand-chose. C'est que je trouve étrange. Non, là, même pas là. Vous faites une publication qui critique. Il y a un retour aussitôt. Mais quand vous faites une publication importante qui parle de vision, de développement d'un secteur agricole, il n'y a jamais de retour. C'est-à-dire que les priorités sont parfois ailleurs. Mais il faut peut-être critiquer, comme ça ils viendront et puis changer de stratégie. Et finalement, quand ils vont vous appeler, de présenter le vrai projet. Bon, on va peut-être exploiter. C'est une stratégie peut-être qu'on va prendre. Bon, on va continuer, on va aller voir de l'autre côté. On passe par là, comme ça on va voir les pieds de tabac qui sont là, qui nous aident. Alors le tabac c'est purement, utilisé en tant qu'insecticide, hein, et c'est pas du tabac qui est vendu. Ça veut dire que là par exemple il y a des fleurs, c'est des graines.
Je prends les grains, je suis en train de vouloir lancer une grande exploitation de tabac. Ça m'arrive aussi de cultiver le tabac là. C'est très rentable, c'est une culture qui est très rentable. La seule difficulté, c'est qu'elle est encore plus fragile que les autres cultures maraîchères. C'est une plante qui tombe presque jamais malade, parce que lui-même il traite. C'est des belles feuilles. Mais oui, c'est des feuilles de tabac. Mais vous voyez, le tabac, la difficulté, c'est quoi? Quand ça atteint cet âge, par exemple, tout ce qui est au milieu là, on appelle ça les mamelles. Il faut les couper chaque 2-3 jours, ça sort. Donc imaginez si vous avez 1 hectare de tabac ou un demi-hectare, chaque jour vous devrez passer plomb par plomb pour enlever ça. Et j'ai un frère qui est arrivé à Dijon en 2019. Il est allé trouver la première activité qu'il a eu à faire, c'était cette tâche-là. Il est allé dans les champs d'exploitation de tabac et la tâche qu'ils étaient en train de faire, c'est ça. Donc, c'est des plantes qui nécessitent beaucoup d'attention. Si vous n'enlevez pas ces feuilles-là, ces repousses qui se passent entre les branches et la feuille principale, le tabac perd sa force. Et le tabac là, ça c'est le tabac rouge. Vous touchez là, c'est même un peu collant là. Oui, oui, c'est très fort. Quand ça sèche, c'est conseillé d'en prendre comme ça seulement. On a essayé de créer... Tu fumes? Juste une question. Oui. Tout ce que je fais, j'arrive juste à l'expérimentation. Parce que comment tu diras que c'est fort si tu n'as pas... Tu n'as pas testé. Je ne fume pas en qualité de fumeur, mais je goûte pour comprendre la différence, parce que je cultive parfois 2, 3, 4 variétés de tabac. Là, par exemple, j'en ai 2. Il y a cette variété qui est plus ronde et la variété là-bas qui est pointue. Donc, pour connaître, par exemple, qu'est-ce qui est plus fort, il faut soi-même essayer de déguster. Donc, c'est des plants. On avait essayé de lancer Brazzafort dans les années 2005, 6, 7 par là, au Congo. C'était une cigarette qu'on avait fini par retirer sur le marché parce que c'était réputé très fort. Donc quand tu prenais un bâton, deuxième bâton, tu étais KO. C'était fait avec ce tabac-là. Donc il faut peut-être réfléchir sur une transformation plus forte avec des cigarettes. Mais quelque part, Chesney, je découvre en fait en discutant avec toi, c'est qu'il y a des pistes pour les jeunes, on peut dire des métiers d'avenir. Je pense Pourquoi aujourd'hui l'image de l'agriculteur ou du maraîcher a du mal à s'asseoir dans les consciences des jeunes je le disais une fois en rigolant, je rêvais être entrepreneur agricole, mais dans la pratique je suis devenu paysan. Et c'est ce qui est une réalité. Nous avons quelle difficulté? Pourquoi les jeunes? C'est vrai qu'on peut se lancer dans le secteur agricole, mais c'est un secteur qui n'est pas structuré. Chez nos amis camerounais, ils te diront que le prix d'un kilo de tomates, c'est tant. Un kilo d'igname, c'est tant. Chez moi, je cultive, ça fait 2 ans aujourd'hui, en plein temps. Je ne connais même pas le prix d'un kilo de ciboule. Parce que la vente, c'est une vente à l'œil nu. Tu fais un paquet, on te dit, bon, aujourd'hui c'est tant. Tu vends un temps. C'est-à-dire que le marché n'est pas structuré. Chacun fait de ça ce qu'il veut. Les unités de conservation. Les produits maraîchers, ce sont des produits qui se gaspillent facilement. Nous n'avons pas des structures qui conservent les produits maraîchers. Donc, quand tu te lances dans un projet agricole, rassure-toi que tu n'as pas que le métier de producteur. Nous, on pouvait se limiter à produire. Mais toi-même, tu deviens... la perte à gérer, la perte des produits. Pire, c'est que tu deviens toi-même le commerçant. Non, ça nous arrive. Le marché n'étant pas connu. Tu as des charges. Tu ne vas pas envoyer un colis à un tel mât recevant. Il te dira que j'ai vendu à tel prix, mais tu ne peux pas suivre. Parce que le même jour, moi ça m'est arrivé moi-même, je vais avec 100 paquets de ciboules pour vendre, je commence la vente à 5 000, je la finis moi-même à 2 000. Donc, n'étant pas structuré, nous sommes confrontés à des difficultés organisationnelles. En dehors de ça, partout au monde, l'agriculture est subventionnée. Ce n'est pas parce que c'est par volonté, non. L'agriculture est victime des intempéries. Là par exemple, je travaille... Là hier il a plu, par exemple. Voilà. Là, cette ciboule pouvait être vendue, c'est-à-dire ça pouvait se vendre même à mon absence. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand ça arrivait en maturité, il y a eu 2 jours de pluie successives. Obligatoirement, quand c'est comme ça, la ciboule se gaspille. Donc, quand c'est comme ça, vous êtes obligé de repiquer. Bon, ces charges-là, les gens qui ont travaillé, qui va gérer? Beaucoup de jeunes, effectivement, se sont lancés dans l'agriculture, mais ils se sont cassés la figure. Parce qu'effectivement, on n'a pas des structures qui nous accompagnent. Nous allons voir nos amis chinois. Ils viennent faire l'agriculture au Congo aujourd'hui, mais avec des subventions chinoises. Donc, ils viennent ici avec des subventions chinoises et ils pratiquent. J'ai été victime à Moundi, j'ai fait un demi-hectare de tomates. Au même moment que les Chinois, je ne savais pas. Mais au moment de la vente, j'avais la bonne qualité de la tomate. Mais
Au moment où je propose le Copal à 5 000 par exemple, la caisse, j'allais dire la caisse à 7 000 par exemple. Et ils viennent, c'est des gens, ils ont des systèmes d'irrigation, ils n'ont pas une main-d'œuvre colossale, ils travaillent facilement. Ils sont venus, ils ont mis caisse à 3 000, 3 000. Ça devient une concurrence déloyale. Tout simplement. Et donc, comme le secteur n'est pas protégé, vous êtes victime. Vous perdez, c'est vous perdez. Victime. Le même, quand je pense aux amis agriculteurs, c'est bien que je suis du domaine, mais pour moi c'est plus pour manger, ils vendent des poulets. Le Chinois qui prend son poulet en Chine, avec subvention bien sûr, il vient nous vendre ça, c'est-à-dire qu'il a élevé, il a construit d'abord ses infrastructures, il a acheté les poussins, il les a élevés, il les a nourris, il a coupé la tête, il a rangé, il a mis dans le sachet, il a mis dans le carton, il a payé la douane et tout. Il vient vendre ce poulet-là à 800 au Congo. Bon, moi j'achète le poussin au même prix pratiquement. Au pire des cas, quand c'est moins cher, c'est 600 le poussin. On sait qu'un coq pour atteindre la maturité, pour des poulets de chair, a besoin d'1,5 kg de nourriture. L'1 kg de 2000 là, donc ça me coûte autour, mettons le plus bas, 1500. Donc je suis déjà à 2100 de charge. La maison donc, tu as construite. Donc du coup, on ne peut pas s'aligner. On ne peut pas. La facilité, peut-être si on s'ouvre vers l'exportation. La seule solution pour nous aujourd'hui, au pire, si on ne peut pas conserver, qu'on s'ouvre vers l'exportation. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire, d'appeler les Congolais à une réflexion globale en disant, on va reprendre le slogan du président Trump, que les Congolais soient les premiers, les Congolais soient les premiers, Congolais prioritaires, et surtout faire un appel à la consommation des produits du terroir. Aujourd'hui, on se rend compte, ça fait toujours mieux de manger des produits importés que de manger local. Ça, c'est j'ai presque envie de dire, le grand dilemme que j'ai rencontré ici, en dehors du manioc et des produits de première nécessité. Les autres, dès qu'on parle de viande, dès qu'on parle de produits élaborés, le Congolais ne veut pas consommer congolais. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais comprendre cette situation. Vous parlez des poulets. Hier, j'ai eu la situation des produits transformés, des entrepreneurs de Pointe-Noire, des confitures, des jus. Le jus, c'est Casino qui est vendu à 2000 comparé au jus fait sur place qui est à 1000 francs. Le Congolais préfère aller consommer ce jus. C'est quoi? C'est un complexe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, d'abord, au départ, je pense que c'est une très bonne interpellation. Le Congolais a un grand souci dans les habitudes alimentaires. Le Congolais pense que s'il faut, c'est-à-dire pour bien vivre, il faut faire son petit déjeuner par exemple avec camembert, fromage, tout ça. Que manioc. Que par exemple tubercule. Moi ça fait 16 ans que je n'ai jamais goûté au lait. Ça m'arrive qu'on crie, oh mais tu as trop pris du poids, ça m'arrive de dire, ah mais tu as fondu. C'est-à-dire je fais tout ce qu'un être humain peut faire naturellement. Mais je ne consomme pas les produits laitiers, ça fait 16 ans. Par choix? Par choix. Je me suis dit, bon, pourquoi continuer à dépendre des produits qui pouvaient me manquer un jour? Parce que je peux faire mon petit déjeuner avec le manioc, tubercule, arachide. Ça met parfois même plus des protéines, tu es même plus fort que l'autre. Donc les habitudes alimentaires du Congolais sont d'abord à combattre. Et ça ne vient pas du citoyen lambda, ça vient de l'État. L'armée est nourrie par les boîtes de conserve du pain. À qui profite ce marché-là? Rien n'est dit qu'un militaire ne peut pas manger le sata-sata. On peut bien dire, bon, chez Snell Gomas, à partir d'aujourd'hui, on veut que tu produises du sata à l'armée. Ça devient une activité où on peut embaucher 100, 200 jeunes. Leur boulot, c'est piler le sata, les autres planter et tout fournir à l'armée. Les sata, c'est un produit où en 4 semaines, tu en as. Donc tu plantes aujourd'hui, 4 semaines, tu commences les récoltes. C'est-à-dire, c'est facilement, on peut dire que l'armée commence à manger de sata. Quand tu vas dans les internats, c'est-à-dire partout où c'est l'État qui finance l'alimentation des gens, on préfère la sardine, les cuisses de poulet et autres, qui sont achetés à l'extérieur. À qui ça profite? À personne. Donc le Congolais aussi, quand même dans le monde professionnel, on lui met déjà dans la tête que pour bien manger, là où on vous nourrit, c'est gratuit, c'est ces choses-là. Mais quand il arrive chez lui aussi, dès qu'il a son peu, il va au marché acheter poulet Wilkie et autres. Un Congolais est capable de vendre son poulet qu'il élève chez un Ouara pour aller acheter les cuisses de poulet, venir manger avec les enfants. C'est le grand dilemme. Donc, tu imagines que c'est un problème qui a atteint un niveau assez élevé. C'est vrai, on peut promouvoir le Made in Congo, dire que bon, consommons congolais. Mais il faut au préalable qu'on s'organise sur la politique.
Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se dise, bon, on va consommer congolais, après on soit incapable de pouvoir produire. Mais est-ce que aussi c'est pas le moment de vous regrouper, de convoquer des assises des maraîchers, des assises des agriculteurs, des producteurs, se dire on va s'asseoir autour d'une table, convoquer les responsables, mettre en place une stratégie pour pouvoir avancer, parce qu'on se rend compte 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, avec tous les programmes alimentaires que le Congo a mis en place, on est toujours un peu de manière archaïque, faire des choses de manière aléatoire, sans suivi. Il y a un relâchement au niveau des producteurs. J'ai initié, je pense que je vous partagerai le lien, j'ai lancé un appel dans ce sens-là, où je demandais aux jeunes, aux vieux, tous les gars qui sont dans les différents secteurs, de se réunir pour qu'on essaie de réfléchir comment on va organiser le secteur agricole. Parce que l'État, jusqu'aujourd'hui, donne des chiffres dont on n'a pas la maîtrise. Aujourd'hui, quand on dit que le Congo produit tant de tonnes en tel aliment, souvent c'est des chiffres erronés. Parce que il arrive qu'à Brazzaville, l'orange soit vendu à 500, mais à la même date à Kitsindi, chez moi dans le Niari, un seau d'orange coûte 1000 francs. Même date. Donc, du coup, quand on donne les estimations sur des produits, on se fie, je ne sais pas par quelle magie, mais on est dans un produit où les produits se gaspillent. Donc il faut normalement que les agriculteurs eux-mêmes, comme vous l'avez dit, s'organisent. Mais vous savez qu'une telle organisation, ça nécessitera les moyens. Et nous n'avons pas trop la culture de lever les fonds dans ce pays-là. Mais sinon, la solution partira de là. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir des géants dans un département. C'est-à-dire que moi, par exemple, vous êtes précurseur. Moi, je me dis qu'on me surnomme souvent le dragon de la ciboule parce que je ne mange jamais de ciboule. Mais ça ne me tente pas de toujours avoir que de la ciboule. Parce que je sais que le Congolais fait tout par enthousiasme. Il n'y a pas de géant. Il n'y a pas des. C'est-à-dire que moi, je veux me lancer dans la tomate, par exemple. Je vois, il y a un jeune Rwandais qui a un marché avec les Chinois de près de 80 millions d'euros l'année. Rien que du piment. Et donc, il s'est lancé que dans le piment. Mais au Congo, si tu te lances dans une spéculation, tu te casses la figure. Parce qu'il arrivera quand ton voisin va voir que tu as fait 2 ventes. Ça a marché. Lui aussi, il lance à côté ciboule. Pareil avec toi. Ah, un autre. Et à un moment, je vous dis que dans les années 2017, dans toutes les parcelles presque dans mon quartier, il y avait des planches de ciboule. Toutes. Parce que nous avons donné le goût aux jeunes, on leur a expliqué qu'effectivement c'était une école. C'est vrai que les gens ont fini par se décevoir parce qu'il y avait des cas de vol, bon, il fallait tenir. Donc, c'est un paramètre désormais à prendre en compte. Ouais, on compte, le risque de tout perdre. Alors ici on arrive sur les piments. Des piments. Oui, nous avons ça. Tout ça c'est des variétés locales. Comme je l'ai dit, j'ai expérimenté une bonne partie des variétés locales. Ça c'est des piments. Ça c'est un piment. Non, ça c'est pas une variété locale. Ça c'est par exemple une variété améliorée qu'on appelle le piment Avenir. Il est réputé très piquant. Donc, ces piments là, il y avait la graine. Il y a eu une première génération, j'ai retiré, j'ai tenté la deuxième génération. Ce que je constate c'est quoi? C'est que la deuxième génération est plus facile à traiter que la première. La première c'est le fruit d'un croisement. Il y a peut-être un phénomène d'adaptation au sol aussi, à l'environnement. Oui, l'environnement, non pas seulement l'environnement, mais les croisements, souvent, quand on fait un croisement, les hybrides là ne sont pas de race pure à la base. C'est un mélange, c'est un hybride. Donc du coup, quand il a besoin d'abord de créer des défenses en rentrant en contact avec la terre. Donc quand il s'adapte avec la terre, la deuxième génération, vous allez voir que ça donne facilement. Quand vous prenez la première génération, vous plantez, un piment ne peut pas faire 2 ans en plein champ. Au bout de 6 mois, 8 mois, ça commence à tomber. Mais ce piment-là peut rester ici 2 ans. Vous allez voir, ça atteindra des tailles assez énormes. La seule chose que tu vas faire, c'est de venir traiter. Tu emmènes un peu de fumure, tu mets de tout autour, les fientes de porc et autres, ça se régénère, ça fleurit encore. Au fur et à mesure. Alors je vois beaucoup de choses, je vois des pierres, je vois plein de choses. Chesney, c'est quoi les perspectives d'avenir ici? Bon, ici logiquement c'est le site pilote du projet de la coopérative agro-pastorale Moteti. En fait c'est comme un village qu'on veut créer, en miniature. Nous allons lancer le système intégré de l'agriculture, donc la rotation. On a la pisciculture, c'est-à-dire l'élevage des poissons. On a le maraîchage. On a l'élevage des porcs.
Donc on a la pisciculture. Donc qu'est-ce qui se passe? On a des porcs, d'accord? Des porcs qui donnent vers les étangs. C'est-à-dire les fientes de porcs là nourrissent les poissons. L'eau là est reversée vers le maraîchage. Le limon, c'est l'engrais fétiche, les fientes de poissons. C'est l'engrais fétiche. Il n'y a pas un engrais sur le marché qui est plus performant que ça. Donc quand vous arrosez vos plantes avec l'eau d'un étang, ça permet à ce que les plantes donnent une bonne croissance. Et donc les restes des produits maraîchers là viennent nourrir les porcs. Donc c'est une chaîne en fait. Ça tourne. Donc pour nous, on veut tester l'élevage porcin, pisciculture et maraîchage dans un seul site pour voir ce que ça peut donner et peut-être associer aussi de la volaille parce que les poissons se nourrissent aussi des fientes de volaille, surtout canard, réputé être un animal qui permet l'accélération de la croissance des poissons. Quand vous mettez les canards sur vos étangs, ça permet à ce que leurs fientes là, quand les poissons s'alimentent de ça, ça permet à ce que les poissons grossissent vite. Donc ici, on va essayer de mettre, on avait commencé sur les 2 parcelles, on a acquis 2 autres là-bas, plus le bord de la rivière qui appartient à l'État. Bon, comme c'est un projet agricole, on peut exagérer. On a acquis encore quelques places, 2 autres ici. Donc on est déjà logiquement à 8. Il manque 2 là-bas pour prendre les 10 bloqués, clôturés, et créer un centre pilote où nous allons expérimenter des méthodes modernes. C'est-à-dire que ça sera des porcheries modernes, l'élevage pisciculture, mais hors sol. Donc ce n'est plus des étangs ordinaires où on est habitué à creuser. C'est pour ça qu'on avait acheté la pierre et le gravier. Parce que ça sera des bassins hors sol que nous allons mettre ici. De l'autre côté, ça sera, on va tenter l'expérience pour la pisciculture ordinaire artisanale, pour voir un peu, expliquer aux gens réellement quelle est la différence entre un poisson qui a été élevé de façon artisanale et un poisson qui a été élevé de façon moderne. Parce qu'il faut qu'on le dise, c'est quand même moderne. Donc, une fois que ça finit ici, au niveau du maraîchage, on va mettre des systèmes d'arrosage modernes, avec un clic. Il y a des systèmes d'arrosage où tu peux commander même avec ton téléphone. Tu dis, bon... Mais ça a un coût tout ça, Chisney. Qui finance? Nous sommes obligés... On en revient. Nous sommes obligés, toujours à cette question. Nous sommes obligés aujourd'hui, au niveau où nous sommes, d'essayer de forcer la main nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas une structure qui, déjà, nous rassure qu'il va nous accompagner. Il n'y a pas une structure. Donc, ce qu'on peut faire, c'est continuer à pleurer, continuer à demander. Mais au moins, tout en sachant que si, le but pour nous, ça serait, s'il faut même qu'on ne fasse peut-être pas en grande échelle, un système d'irrigation, par exemple, d'1 hectare, peut me coûter 2 millions. Mais ça ne sera pas le même prix si je veux irriguer, par exemple, 400 mètres carrés. Donc, à défaut du cheval, on monte sur l'âne. Donc, pourvu qu'il avance. Voilà. Donc, comme si on dira, quand il n'y a pas le poulet, on mange le canard. Donc, moi, je vais m'arranger à ce que les gens voient au moins ce que ça fait d'avoir un système d'irrigation moderne, comment ça t'épargne des caprices, comme ça, même si moi, nous, ce que nous faisons, c'est forcément pas pour nous, c'est peut-être pour essayer d'interpeller les autres. Il existe des gens qui ont des moyens, il y a des gens qui ont leur argent. Tu rentres dans ce que moi j'appelle la petite bourgeoisie affolée, tu vois un monsieur qui a un parking de 10-15 véhicules, bon, c'est une bourgeoisie qui ne s'explique pas. C'est surtout que ça bloque l'économie. Voilà. Ça fait des fonds. Donc c'est de l'argent que quelqu'un a mis dans sa parcelle pour que ça se gaspille. Parce qu'on le veut ou pas, avec l'état dégradant de nos routes, je ne sais pas pourquoi les gens achètent les Hummer, les ronges et autres. Donc, bon, c'est le goût de tout un chacun, on ne va pas en faire un débat. Mais au moins, on sait qu'ils sont en train d'investir sur quelque chose qui, non pas seulement c'est pas rentable, parce que je ne connais pas là où... À perte. C'est ça. On est dans un pays où quelqu'un peut acheter une parcelle à 500 millions. 500 millions. Donc, alors qu'il aurait pu soutenir. Il pourrait, non, même pas soutenir, lancer pour lui-même. Lancer pour lui-même, c'est plutôt difficile pour eux à ce niveau-là. Bon. Pourquoi ne pas soutenir et puis, je sais pas, devenir manager ça arrive parfois qu'on réfléchisse, n'est-il pas possible? Bon, je sais pas, ils vont le suivre, peut-être ils vont me comprendre. Ça m'arrive parfois de dire, bon, n'est-il pas possible que je crée d'abord une association, quand on me donne l'argent, après j'investis ça dans un autre. Bon, je sais pas, on va peut-être réfléchir, mais dans ce pays, j'en ai l'expérience d'ailleurs, on vous donne des millions pour des activités en réalité qui n'apportent pas grand-chose. Déjà que le débat politique chez nous, c'est moins riche en termes d'idées, c'est plus des prises de position, mais c'est des structures qui épuisent les fonds. Tu vois rien que dans les gadgets, quand ils décident de pavoiser les avenues en bâche, c'est des coûts.
Vous pouvez aider, avec 50 000, vous pouvez aider un paysan à avoir un projet maraîcher, un projet agricole, avec 50 000 francs. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que les gens vivent, parce qu'il ne faut pas que les gens... Moi, il y a un ami qui m'a dit, bon, tu vois, on me disait que l'agriculture est rentable, mais toi, depuis que tu le fais, on ne voit pas des voitures que tu achètes et tout. J'ai dit, non, c'est pas pareil. L'agriculture est rentable quand tu as des sous disponibles, tu te lances pour fructifier de l'argent. Ce qui est différent de moi, qui a décidé de ne plus avoir ton argent, de chercher mon argent moi-même. Donc quand je le fais, je dois payer celui qui est là, je dois s'occuper de ma vie, je dois continuer à te lire sur Facebook, je dois continuer à garder le même train de vie. Surtout que tu es très connecté en Europe. Voilà. Mais voilà. Donc c'est effectivement parce que je fais cette activité-là qui me permet de supporter toutes ces charges. Donc pour nous, c'est devenu, comme je le disais, au départ, on se disait que ça pouvait faire de nous. Donc dès que tu te lances, tu trouveras des partenaires qui vont certainement investir et tu décolles. Mais on est fini par devenir des paysans. Ça devient une activité où tu dois réfléchir. En telle période, j'ai par exemple de loyer à payer ou la scolarité des enfants à payer. En telle période, j'ai telle chose. Donc tu dois maintenant travailler que pour ça. Donc au départ, on se maintient. Et avec le temps, on finit par comprendre que l'activité doit être appuyée. Ok. Chesney, on va aller voir votre source d'approvisionnement d'eau. D'accord. Rapidement. Oui. Hop. Là, on est à votre source d'approvisionnement d'eau. Oui, ici c'est la rivière Lubomo. D'accord. D'ailleurs, Dolisie, à l'époque, devait son nom à cette rivière. Et c'est cette rivière qu'on appelle Lubomo. Et dans les années 71, juste on pense à 91, Dolisie s'est fait appeler par ce nom-là, Lubomo à l'époque. Donc c'est Lubomo. Donc c'est ici que nous prenons notre eau. Même l'eau que nous buvons aussi est retirée dans cette source-là. Donc l'eau de la SN2E, actuellement, je ne sais pas, congolaise des eaux, provient de cette rivière. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On a un petit tuyau qu'on plonge là. On a notre machine qu'on dépose ici, qui n'est pas comme aujourd'hui, on ne va pas arroser, on ne l'a pas ramené ici. Donc on a une motopompe diesel qu'on dépose ici, qui a une capacité de 3000 litres par heure. Et on a ce tuyau qui alimente les champs. Donc c'est à 60 mètres. Oui. Dès que nous branchons ici, ça emmène de l'eau juste au niveau des plantations. Donc l'idéal pour nous serait, je pense que la prochaine fois quand vous allez revenir, parce que c'est prévu qu'en février qu'on lance des travaux, on va mettre un château d'eau ici, en hauteur, qui permettra à ce que l'eau quand ça monte, et que l'irrigation se fasse avec des systèmes un peu plus modernes. C'est-à-dire que ça ne sera plus, là chaque fois qu'on arrose, la machine doit rester allumée. Donc c'est des coûts supplémentaires en termes de carburant et autres. C'est plus facile quand vous remplissez les bâches à eau en hauteur, et après, à votre niveau, vous consommez que l'eau nécessaire pour l'arrosage. Donc nous avons 3000 litres d'eau heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pertes en eau. Dieu merci que nous le prenons dans une rivière qui ne peut pas tarir. Oui, mais bon, au moins, même pour des raisons écologiques, même aussi pour réduire les tâches, parce que plus qu'il y a l'eau dans un site, plus ça facilite la montée des herbes. Donc pour nous-mêmes, pour avoir un travail propre et professionnel, il nous faut normalement construire en hauteur une structure pour le stockage de l'eau. Merci Chesney de nous avoir fait visiter ton exploitation. Merci. Nous venons de loin, c'est un plaisir de voir au-delà de Facebook qu'il y a un travail réel qui est fait ici. Merci à toi pour cet exemple de citoyen engagé qui met surtout en avant les paysans aujourd'hui. Tu fais partie avec Rufin Kinaga des paysans qui montrent leur métier, qui nous montrent ce qu'ils font. Merci à Monsieur Francky Lumba qui nous a accompagnés, qui nous a mis en place une logistique pour venir ici. Merci à Rol, merci à Grace Mayamba, merci à Gagil qui était là aussi pour nous accompagner sur site. Merci à vous tous qui nous accompagnez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Zyana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes à Dolisie. On est venu à la rencontre d'un paysan, Chesney, que vous suivez tout le temps sur les réseaux sociaux, qui fait un travail formidable ici. Portez-vous bien, nos programmes continuent. À très bientôt sur Zyana TV, la chaîne au cœur des diasporas.